Effectivement, si on reste sur un modèle d'alimentation ultra transformé, de modèle intensif à consommer des produits de l'autre bout du monde sous prétexte qu'ils sont bio, qui vont être sous cellophane quand ils vont arriver en supermarché pour les distinguer en fait de l'équivalent en agriculture conventionnelle, etc. Là, on va vite voir les limites. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Comment mieux manger pour soi, pour sa santé, pour son équilibre de base. Mais aujourd'hui, ça me permet de rebondir un petit peu sur le deuxième chapitre que je voulais aborder avec vous, pour notre planète. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce qu'on met dans notre assiette a énormément d'impact sur la planète, vu que c'est quand même quelque chose qu'on fait 2 ou 3 fois par jour en fonction des personnes, tous les jours. Donc, ce petit acte quotidien, il a un impact à plus grande échelle. Et vous en parlez, du coup, énormément dans votre livre. Enfin, vous avez fait tout un livre sur le sujet qui s'appelle Traité de la planète, Traité de la pleine santé par l'alimentation durable. C'est un livre que vous l'avez dit un petit peu déjà au début, hein, j'étais un peu regardé, qui est très, très bien documenté. Avant de rentrer peut-être dans ce sujet-là, est-ce que vous pouvez un peu expliquer le process par lequel vous avez dû passer pour écrire ce livre, parce que j'imagine que ça a vraiment dû être un travail de longue haleine. Oui, c'est là où je parlais tout à l'heure de notamment mon enseignement à l'EPFL, qui a été pour moi un virage à 180 degrés, c'est-à-dire que j'ai commencé avec une vision, j'ai envie de dire, consensuelle, universitaire de la nutrition, parce que je sortais de mes études et en fait on a cette vision très diététique, macronutritionnelle, donc je resitue là tout début des années 2000. Après je me suis intéressé énormément à la micronutrition. Mon premier début sur le sujet date de 2003 également, donc ouais, ça fait une vingtaine d'années là où c'était quand même assez marginal à l'époque. Et le problème de la micronutrition, à mon sens, c'est que c'est parfois devenu ce que j'appelle de manière un peu provocatrice l'allopathie de la nutrition. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le micronutriment et on a tendance à oublier un certain nombre de facteurs qui peuvent être essentiels, et notamment l'importance de la matrice alimentaire. Donc ça, c'est un autre aspect. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de documentation au niveau scientifique qui montre l'impact de l'organisation structurelle de l'aliment, en fait, sur la biodisponibilité des nutriments et puis sur les interactions qui peuvent exister, soit par des antagonismes, soit par des agonismes. Donc, en fait, le simple fait de regarder la composition en micronutriments d'un aliment ou d'un complément alimentaire ne suffit pas à caractériser, en fait, la qualité de l'aliment en tant que tel. Et c'est vrai qu'en micronutrition, on a tendance à se focaliser. On est tombé un peu dans le même travers que celui qu'on reprochait à la diététique au courant encore une fois, fin des années 90. Donc c'est vrai que j'avais pris un peu de hauteur par rapport à ça. Et je ne vois pas la micronutrition comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, la supplémentation, elle peut être très utile. Elle a vraiment son intérêt dans le cadre d'une consultation, d'un suivi, de la prise en charge des sportifs ou d'un patient. Donc il ne s'agit pas du tout d'occulter le bénéfice du complément, mais juste de le resituer dans une réflexion beaucoup plus globale. Et je parle souvent de ma troisième révolution, qui a été cette approche un peu plus systémique, où effectivement, quand j'ai commencé à intégrer les paramètres écologiques dans les recommandations alimentaires, ça a été... alors j'ai connu l'éco-anxiété qu'on évoque pour beaucoup, et d'ailleurs le dernier rapport du GIEC considère l'éco-anxiété comme un élément important à considérer au-delà des impacts sur la biodiversité, etc. Et puis une fois qu'on sort un peu de ce constat-là, c'est dire quel levier on peut actionner pour faire en sorte d'améliorer la situation. Et de mon côté, c'est vrai que la recommandation nutritionnelle, c'est pour moi mon cœur d'activité en tant que tel. Donc c'était venir
intégrer ces données-là. La partie toxicologique également, j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, le trépied vraiment important sur les recommandations alimentaires, c'est la partie toxicologique, la partie nutritionnelle et la partie écologique. Il y a d'autres aspects qui interviennent, mais voilà, je ne vais pas dire que c'est les seuls, mais en tout cas, c'est pour moi les prioritaires aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas si j'allais commencer par... si j'allais faire un livre de quelques centaines de pages pour des professionnels ou du grand public. Et en fait, c'est à me plonger dans la littérature que je me suis perdu aussi beaucoup, au sens où je suis rentré dans des mécanismes extrêmement subtils, extrêmement complexes. Et puis, un mécanisme amène à comprendre un autre mécanisme, qui amène à en comprendre un autre, etc. Et c'est comme ça que j'en ai eu pour 10 ans de recherche et d'écriture. Et à un moment donné, il faut bien s'arrêter parce que sinon, voilà, j'y serai encore. Alors, il y aura une autre édition probablement dans quelques temps, mais c'est long, 10 ans. C'est très très long. Surtout que je me dis qu'il y a des choses qui ont dû évoluer aussi pendant l'écriture du livre. Ah mais complètement. Quand vous avez terminé. C'est ça, entre ce que j'ai commencé à écrire et puis à la fin, il y avait déjà effectivement des évolutions. Mais en fait, pour répondre à votre question, c'est le fait de vraiment plonger complètement dans la littérature de manière la plus précise possible sur tous les critères qui m'a permis en fait de développer cette vision-là. Et puis surtout, comment relier les éléments entre eux. C'est-à-dire quelles recommandations on peut en faire au final, comment créer des ponts dans tout ça, parce que effectivement, on peut devenir un expert en toxicologie, un expert en écologie, un expert en nutrition, mais ce qui va être, à mon sens, pertinent, c'est quand on va être capable, de manière transverse, d'intégrer toutes ces données pour en émettre quelque chose qui soit utile pour le patient, pour la plupart. Et quels sont du coup, dans le livre, vous en parlez, quels sont les grands pièges aujourd'hui, les pièges actuels à notre pleine santé que vous écrivez? Eh ben, déjà, sur ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire de se focaliser sur un des 3 axes, c'est-à-dire soit que le versant écologique, parce que et c'est là où c'est parfois fortement critiqué, au sens où vous avez des recommandations écologiques qui sont pas compatibles avec le statut nutritionnel de beaucoup de personnes, sans rentrer dans le végétalisme, le véganisme, etc. Parce c'est un autre sujet, on l'abordera si vous le souhaitez, mais c'est parce qu'on en entend beaucoup parler à ce niveau. La même façon, au niveau nutritionnel, si effectivement on en est à recommander de l'avocat en grande quantité parce que c'est un aliment qui nutritionnellement est très intéressant. Si on va conseiller du saumon parce qu'effectivement il y a beaucoup d'oméga 3 et 98% de la population française manque d'oméga 3 à longue chaîne, mais on peut aussi extrapoler en fait cette problématique aux sardines, aux maquereaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup des petits poissons gras, moi le premier, et c'est très bien, sauf que si on regarde la partie nutritionnelle, on peut se dire de consommer des sardines tous les jours est quelque chose de plutôt très cohérent. Sauf que en termes d'écologie, de biodiversité, on aurait des impacts à l'échelle de la collectivité qui seraient pas du tout cohérents à ce niveau-là. On peut rajouter la partie éthique, sociale, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des aliments qui sont nutritionnellement très intéressants, comme le cacao, comme le café, on peut parler des noix de cajou, etc. Sauf que quand on regarde les conditions de culture, les conditions de récolte, etc., c'est des conditions qui sont pas forcément, là aussi, très cohérentes d'un point de vue éthique. Oui, bien. Oui. Et on reviendra après sur tout l'ensemble, mais là, c'est juste pour rentrer peut-être un petit peu dans le détail sur ce fameux équilibre à trouver au niveau protéines, parce qu'on a besoin de protéines pour démarrer la journée, pour ceux qui mangent le matin. Moi, personnellement, je mange pas le matin. Je vous ai entendu parler aussi du jeûne intermittent. On va peut-être pas en rentrer concrètement là-dedans, mais en tout cas, on sait que je parle pas d'excès protéique, mais l'apport en protéines, on entend ça de plus en plus, à quel point c'est important d'avoir au moins un apport correct en protéines. Vous pouvez peut-être juste resituer ce que c'est un apport correct, mais ma question, c'est surtout comment est-ce qu'on trouve un équilibre justement dans cet apport de protéines, en sachant qu'il y a certaines contraintes environnementales qu'il faut respecter aujourd'hui.
Oui, alors c'est une très bonne question, mais et qui amène à plein là aussi de développement. Mais déjà pour resituer sur les besoins protéiques, on a cette recommandation en tête d'à peu près 0,8 grammes de protéines par kilo poids corporel, qui est plus un besoin vital qui est pas forcément très cohérent avec notre mode de consommation actuel, parce qu'effectivement ça sous-entendrait d'avoir un aminogramme, donc un profil en acides aminés qui soit excellent au niveau de notre alimentation, d'avoir très peu de dénaturation protéique, notamment par rapport au mode de cuisson. C'est pour ça que très souvent on est plutôt sur la recommandation minimale de 1 gramme à 1 gramme 2 de protéines par kilo de poids corporel. On parle des sportifs. Là, on va être plutôt sur 1 gramme 3, 1 gramme 5 à peu près. Après, c'est un sujet qui est intéressant, parce que si on se place à l'échelle de la santé, on peut tout à fait conseiller à quelqu'un de manger 1 gramme 6, 1 gramme 5 de protéines par kilo. Il n'y a pas de problématique délétère, il n'y a pas d'effet délétère au sens où on ne mange pas trop de protéines à cette quantité-là. Par contre, est-ce que de la recommander à l'échelle de toute la population, c'est effectivement compatible avec d'autres enjeux? Oui et non. Alors, à 1 gramme 5, non, très clairement. Mais on voit que sur des apports à 1 gramme 2, oui, c'est tout à fait possible, à condition de revoir le modèle. Et je vais en parler après. Mais spontanément, en France, aujourd'hui, la moyenne, elle est plutôt 1 gramme 3, 1 gramme 4. Après, c'est une moyenne, c'est pas une médiane, et vous avez des gens qui mangent beaucoup plus de protéines que ces quantités-là, et beaucoup de personnes qui en manquent. Donc c'est pour ça que ça peut être un terrain glissant quand on parle de moyenne, et notamment sur le sujet des protéines, parce qu'on voit des disparités qui sont fortes. Donc si on dit non, c'est bon, tous les Français mangent des quantités suffisantes en protéines, voilà, on peut tomber dans un conseil qui est faux, dans un constat qui est faux. Donc, c'est vraiment à recontextualiser en fonction de la personne, et pas rester à l'échelle des statistiques de population. Mais là, pareil, à l'échelle moyenne, on est à 2 fois plus de protéines animales que de protéines végétales. On a un rapport, ce qu'on appelle PA sur PV, de 2, là où un apport un ratio de 1, c'est-à-dire autant de protéines végétales que de protéines animales, est tout à fait compatible avec une bonne santé. Donc, en fait, si déjà on réduisait à peu près 1 gramme 2 les apports en protéines, qu'on révisait le ratio protéines animales sur protéines végétales, on estime qu'on aurait un gain sur le critère des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, il y a 9 limites planétaires qui ont été définies au-delà du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre. Mais je vais rester sur ce critère-là. On estime qu'il y en aura une économie entre 12 et 20% en fonction des modèles, ce qui est sur la part protéique, ce qui est bien sûr très important. Donc déjà de favoriser la réintégration des protéines végétales, c'est-à-dire des légumineuses, des produits céréaliers, des oléagineux. Alors après, on peut parler d'oxalate, on peut parler de facteurs antinutritionnels. C'est un autre sujet qu'on pourra. Je le mets de côté volontairement, sinon on va se perdre. On en a fait un épisode pour ceux qui veulent aller voir sur notre chaîne. Ok, donc je mets de côté ce critère, non pas qu'il soit pas important, mais parce que juste pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement à ce niveau-là, en étant entendu qu'on a des précautions à prendre, mais on peut réduire effectivement la part animale par ailleurs, et puis surtout réviser le modèle d'élevage. C'est-à-dire qu'entre un modèle d'élevage intensif, où vous allez donner à l'animal des tourteaux de soja, de maïs, si on parle des ruminants, souvent du maïs par exemple, ou du soja si on parle du soja, qui peut être outre-Atlantique, donc finalement avec un impact en termes d'empreinte carbone qui est très important, d'empreinte hydrique également qui va être important. On peut pas comparer du tout ce modèle-là avec des produits issus d'élevage extensif, avec des bovins nourris à l'herbe, où on sait que déjà le profil en oméga 3 longue chaîne et en acide arachidonique sera pas du tout le même en fonction de l'alimentation de l'animal, mais l'impact écologique ne va pas être le même du tout. Donc en fait, en revoyant ce modèle, on a la possibilité d'avoir un impact écologique beaucoup moins important, d'avoir une meilleure qualité nutritionnelle, c'est ce qui est intéressant, et donc de revoir effectivement le calibrage entre protéines animales et protéines végétales, et c'est un levier qui est majeur. Donc je ne sais pas si je réponds à la question sur les protéines.
Mais en fait, c'est un peu toujours une question que j'ai et un débat que je peux avoir avec les personnes autour de moi, notamment avec mon épouse. Est-ce que c'est possible de nourrir toute la planète dans ce modèle-là? Parce que oui, en effet, si moi je réduis ma production de viande et que je vais acheter chez un agriculteur local ou des magasins aujourd'hui qui sont qui travaillent plus à échelle locale, en effet, mon impact à moi, il est réduit. Je vais peut-être payer un peu plus cher ma viande, mais au final, vu que je la diminue par 2, ça revient au même. Ça peut fonctionner. Mais est-ce que ce modèle-là peut fonctionner à plus grande échelle, qui est en fait ce pourquoi on est arrivé vers l'élevage intensif? C'était il faut nourrir plus de personnes. Du coup, on change un peu le modèle. Maintenant, on se rend compte qu'il faut revenir vers un modèle plus traditionnel. Et c'est vraiment une question que je me pose. Il n'y a pas de piège dans la question. Je ne sais pas si on a des données là-dessus. Quel est votre ressenti aussi? Je trouve ça, c'est une question que je me pose souvent et qui vient souvent lors de débats. Oui, mais c'est une bonne question. Oui, des données, on en a beaucoup. Alors, on a le rapport ICLAND-7 qui commence à dater, puisque c'est un consensus d'une cinquantaine d'experts qui a été publié en 2019, qui a été révisé. Donc là, on a des données un petit peu nouvelles. Il y a déjà eu une republication intermédiaire et on en a une nouvelle qui arrive. Mais on a des auteurs comme Springman, par exemple, qui a beaucoup publié sur le sujet, alors qu'il lui est très défenseur de l'alimentation végétale. Donc, il y a parfois des biais aussi par rapport au propre positionnement des experts sur le sujet. Mais aujourd'hui, on sait que en termes de biocapacité, on est tout à fait à même de nourrir toute la planète au sens des humains. Il faut savoir que la problématique est une problématique de répartition plus que d'une problématique de production. On a à peu près 850 millions de personnes qui sont en état de dénutrition dans le monde. On a 2,2 milliards de personnes qui sont en état de carence nutritionnelle et on a à peu près les mêmes chiffres avec l'obésité et le surpoids. Donc on voit qu'il y a des courbes qui sont assez parallèles l'une par rapport à l'autre, avec des excès d'un côté et des déficits de l'autre. Donc déjà la question, c'est la notion de l'accès à l'alimentation avant de parler de la capacité de la planète à produire suffisamment de calories. Et effectivement, si on reste sur un modèle d'alimentation ultra transformé, de modèle intensif à consommer des produits de l'autre bout du monde sous prétexte qu'ils sont bio, qui vont être sous cellophane quand ils vont arriver en supermarché pour les distinguer en fait de l'équivalent en agriculture conventionnelle, etc. Là, on va vite voir les limites. Et c'est pour ça qu'on peut pas regarder les choses avec un angle, en fait. Il faut vraiment voir l'ensemble et sur des modèles de filières courtes, avec des modèles plutôt extensifs. On peut parler d'agroécologie ou autre. Là aussi, on sait que nutritionnellement, en fait, ça a des impacts qui sont positifs, notamment sur les densités en polyphénol pour les végétaux. Donc, d'effectivement accepter que on n'a pas forcément besoin de consommer 10 cafés par jour, de manger une tablette de chocolat, de manger de la mangue. Je caricature, bien sûr, je provoque quand je dis ça. Mais en fait, on a besoin de réformer certains choix alimentaires qui sont tout à fait cohérents nutritionnels pour permettre d'avoir quelque chose de cohérent, effectivement, à l'échelle planétaire. Mais sur la question protéique, actuellement, et dans les projections, on va dire 2050, même si c'est aujourd'hui une dimension qui est assez galvaudée, oui, c'est possible. Par contre, ça demande de revoir rapidement, en profondeur et de manière collective, un certain nombre de facteurs, ce qu'on ne fait pas. Et malheureusement, on parle beaucoup du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, mais on peut parler de l'eutrophisation des sols, on peut parler de la disponibilité en phosphore, en azote, de l'empreinte hydrique. Et en fait, il y a, encore une fois, dans les limites... en termes de biocapacité, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. C'est-à-dire qu'on est en dette sur 6 limites sur 6 critères parmi 9, et 3 de ces critères ont été dépassés il y a quelques années. Donc en fait, on voit une sorte d'accélération du système, et donc on a un certain nombre de modèles résilients qui peuvent être mis en place. La difficulté, c'est qu'on le fait pas.
on le fait pas à l'échelle collective, donc on accentue encore la difficulté à pouvoir y répondre dans les décennies. Mais oui, on a tout à fait des possibilités. Après, c'est pour ça que ça demanderait du développement. Je suis peut-être un peu abstrait quand je réponds ça. Vous parlez d'actions alimentaires de terrain, je pense, dans le livre. Est-ce que justement vous avez quelques-uns de ces leviers pour changer les habitudes collectives? Là, ça permettra d'être peut-être un peu plus concret. Alors déjà, on a vu la question des protéines avec le fait d'avoir plutôt des modèles d'élevage extensif au niveau du choix des produits animaux pour ceux qui en consomment, d'aller vers des filières courtes. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au développement des réseaux, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller trouver un agriculteur près de chez soi qui va faire du bon travail entre guillemets et à qui vous pouvez acheter sa production, ce qui fait que lui, ça va lui garantir aussi un revenu qui sera plus important parce qu'il y aura moins de marge. Vous allez manger en fonction de la saisonnalité et vous regardez vous en avez moi je me suis amusé entre guillemets sur Internet à comparer le prix en fait de steak pour ceux qui encore une fois mangent de la viande sur une filière courte d'origine biologique versus des steaks que vous achetez en agriculture conventionnelle en grande surface. En fait, parfois vous avez des produits qui sont moins chers et qui sont de bien meilleure qualité. C'est sûr que ça demande un effort de revoir le circuit d'achat. Après, une fois que cet effort il est fait, on tombe aussi dans une sorte de routine, on a ses repères qui fait que ça devient quelque chose de beaucoup plus simple. Mais un discours très généraliste, très générique de dire de manger des produits bruts, des produits de saison par des filières courtes avec le moins d'intrants chimiques, c'est encore une fois, c'est très basique quand je dis ça, mais c'est pourtant des clés qui sont essentielles. Et c'est de manger en conscience des aliments qui mériteraient d'être là de manière occasionnelle. Comme je parlais du café, du cacao, alors on peut parler du cadmium, etc. Voilà, c'est des portes ouvertes sur plein d'autres sujets. Mais là, je reste sur le côté écologique. Je parlais des noix de cajou, de l'avocat, etc. Des amandes, plutôt que d'aller acheter des amandes européennes, des amandes californiennes, aller acheter plutôt des amandes européennes. Plutôt que de manger des noix du Brésil, de macadamia ou de pécan, effectivement, manger des noisettes locales, des noix du Périgord, manger des amandes, je vous disais, européennes, etc. C'est plein de petits changements mis bout à bout, mais qui ont des impacts qui sont très positifs pour le coup. Et je parlais des légumineuses, par exemple. C'est vrai que c'est des apports protéiques qui sont intéressants, qui peuvent être tout à fait complémentaires à des apports animaux que j'ai indiqués. Donc oui, en fait, on a plein de leviers sur lesquels agir. La difficulté, c'est le changement. Et on est dans une société, aujourd'hui, on a vraiment créé la facilité, c'est-à-dire qu'on a accès à tout de suite et tout le temps. Et donc ça a beaucoup de pratique, c'est pratique, ça a plein d'avantages en soi, mais c'est aussi finalement des produits qui sont pas forcément cohérents avec les enjeux qu'on évoque ici. Donc de revaloriser les filières agricoles, notamment autour de chez soi. Alors bien sûr, ça dépend de la zone dans laquelle on se situe. Il y aurait plein de nuances à apporter, mais on voit que c'est des leviers qui sont quand même fortement actionnables, et même au niveau économique, là où on considère que ça coûte plus cher. On n'a pas des publications parce que scientifiquement, en fait, on va pas regarder cette notion économique, d'aspect prix, mais sur des associations de consommateurs, etc. On a beaucoup de données qui montrent que le fait d'aller vers des produits bruts, on a parfois jusqu'à 20% d'économie sur le prix d'un panier moyen par rapport à des produits ultra transformés. Et en limitant ces produits ultra transformés, on va avoir un impact positif sur ce qu'on a évoqué, mais aussi sur la matrice alimentaire, puisqu'en fait, ce sont des aliments qui sont complètement déstructurés. Et c'est ça qui est très rassurant, c'est qu'en fait, les réponses convergent vers quelque chose de bon sens. C'est pour ça qu'un de mes livres s'appelle Du bon sens dans notre assiette, c'est-à-dire de revenir à des éléments qui peuvent paraître très simples, mais qui ont finalement beaucoup de sens actuellement, quoi. Et on parle des oméga 3 en revalorisant. Alors, il y a l'exemple de Bleu Blanc Cœur où effectivement, on voit que sur ce modèle, on a une économie, si je dis pas de bêtises, sur les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 18%. Donc, c'est quand même loin d'être négligeable. On a un ratio oméga 3 sur oméga 6 qui est beaucoup plus intéressant. Donc, on répond aussi à une problématique d'ordre nutritionnel.
On peut parler des polyphénols avec l'alimentation bio versus l'alimentation conventionnelle. Quand on regarde les méta-analyses, aujourd'hui, le critère commun qui ressort systématiquement, c'est en termes de différence entre le bio et le conventionnel, c'est que les fruits et les légumes bio ont beaucoup plus de polyphénols puisque ce sont des composés qui répondent à ce qu'on appelle des stress biotiques, c'est-à-dire des stress comme la sécheresse, comme la chaleur, comme la lutte contre les infections. Donc en fait, le végétal, il doit se débrouiller tout seul, il doit apprendre à se défendre, et par voie de conséquence, il a beaucoup plus de polyphénol. Donc quand vous allez favoriser une agriculture qui est locale, avec peu d'intrants, et des végétaux qui ont été soumis justement à ces stress, vous avez une quantité de polyphénol. Alors on estime, c'est très variable en fonction des types de végétaux, des types de sols, etc. Mais ça peut être de 40-50%, on a des teneurs sur certains polyphénols à 300-400% plus importantes, dans des produits avec justement une agriculture qui est plus cohérente. Donc on a une réponse écologique d'un côté, on a aussi une réponse nutritionnelle. Et c'est ça qui est très rassurant. Et donc on voit que donner des conseils de bon sens, finalement, peuvent avoir des effets bien plus positifs que ce qu'on pourrait imaginer. Et parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher des modèles très extrêmes, quoi. Oui, oui, bah c'est sûr. Au final, ça va être en cascade. Quand on va essayer d'aller chercher quelque chose chez un producteur plus local, bah, il se fait que forcément, alors il va falloir transformer soi-même. Ce ne sera pas déjà transformé. Donc voilà, tout ça fonctionne un peu main dans la main. Pardon, je vous coupe, mais juste pour conclure dans ce que vous dites, moi je dis souvent que le potager, c'est le premier médicament. C'est-à-dire que si on a un potager chez soi, on va devoir bouger. Alors on n'a pas parlé de l'importance de bouger, on a juste évoqué le critère microbiote, mais là aussi c'est un long sujet. On va avoir une synthèse de vitamine D, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est une problématique chez beaucoup de personnes. Vous allez avoir des légumes avec peu d'intrants, donc avec plus de polyphénol. Vous allez mettre les mains dans la terre, vous allez penser à autre chose. Pour des personnes âgées ou autres, c'est un bon moyen effectivement de leur permettre de bouger. Donc en fait, avec quelque chose de tout simple, qui est la mise en place même d'un mini potager, on voit qu'on actionne plein de leviers qui sont positifs. Et je trouve que ça mériterait d'être davantage médiatisé, même si c'est pas un modèle qui paraît miraculeux et entre guillemets qui fait rêver de prime abord, quoi. Et je pense qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui peut être un outil à l'enseignement aussi, parce qu'on sait que dans les grands leviers, il y a évidemment aussi l'enseignement, être éduqué sur le sujet quand on est jeune. Et je crois que les potagers, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez parlé dans le livre, ou un des exemples, un des exemples de modèles qui fonctionnent, de venir inclure ça dans l'enseignement aussi. Personnellement, j'ai un ami qui était sur un projet à l'époque où il venait mettre des potagers dans les écoles. Oui, mais quand vous voyez que la plupart des enfants ne savent pas reconnaître aujourd'hui des légumes ou des fruits au sens d'une betterave, d'une courgette, etc. Et encore, là je cite les légumes les plus courants, mais on a effectivement un besoin plus que prioritaire, qui est aussi un autre sujet, qui est la notion d'éducation nutritionnelle, et en particulier des enfants. Donc je vous rejoins complètement sur l'impact du fameux potager. Peut-être une dernière question avant de vous laisser, parce que dans le livre, vous dénoncez aussi pas mal les discours extrêmes, et comme on disait en début d'épisode, on entend parler de tout et de son contraire, et c'est pas forcément avec une intention qui est négative, c'est juste que les choses évoluent beaucoup, on ne sait pas toujours tout, surtout on n'est pas au courant de tout, même au niveau de la science est encore en train d'évoluer. Et donc je voulais vous demander un petit peu, pour ceux qui nous écoutent, quelques, peut-être les clés que vous donneriez pour réussir à se créer son parcours, son propre chemin, sa nutrition personnalisée, mais tout en en étant capable d'évaluer un peu la fiabilité d'un conseil, ou voilà, comment un peu discerner le vrai du faux, et ce qu'il faut écouter et ce qu'il faut pas écouter. Oui, alors j'aurais jamais la prétention d'avoir la vérité absolue sur ça, mais j'ai envie de dire, déjà, c'est l'humilité. Et ça, je le redis souvent, être très humble par rapport à un constat du moment, c'est-à-dire que on peut effectivement être dans le juste aujourd'hui, et demain, en fonction de l'évolution de la science, on aura des données qui seront remises en question. Et c'est très bien, puisque c'est synonyme en fait justement d'évolution, et ça,
pour moi, c'est encore une fois très positif de jamais prendre comme acquis en fait des éléments. Et alors j'ai un organisme de formation dont je vous parlais, j'enseigne aujourd'hui énormément et je le dis tout le temps, remettez en question mes propres conseils ou mes propres données, parce que en fait c'est en développant son esprit critique que justement on va se forger son propre raisonnement. Et vous allez peut-être écouter un expert, et puis un deuxième, et puis un troisième, et vous verrez peut-être des incohérences qui se développeront, et à l'inverse des convergences. Et ça, c'est par le temps en fait qu'on acquiert aussi cette capacité d'analyse entre guillemets. Effectivement, je suis pas contre un modèle en soi. Par contre, j'amène souvent à la prudence vis-à-vis des modèles extrêmes, parce que plus on a quelque chose de miraculeux, de court terme, et plus on a envie d'y croire, et plus on va vers ce type de recommandations. Alors que, en fait, quand on regarde les choses, en général, c'est pas forcément la direction la plus pertinente. Donc, effectivement, faire attention à tous ces modèles extrêmes, essayer de discerner au maximum les dogmes, voilà, les croyances, parce qu'il y en a beaucoup dans ce monde-là. Effectivement, de regarder quelles sont les sources qui sont données par un professionnel. Et là, je parle peut-être aux professionnels vraiment, d'ailleurs à ce niveau, mais quand vous avez des discours d'experts, etc., en qui vous avez fait confiance, il ne s'agit pas de remettre en question la confiance, mais de ne pas prendre, encore une fois, pour acquis ces données-là, c'est-à-dire d'aller chercher les études qui sont citées en référence, et de voir effectivement quel est le design de cette étude, qu'est-ce qu'elle dit réellement, parce que souvent il y a des décalages entre ce qu'on entend de la part d'un enseignant et ce qui est dit réellement. Et ça sous-entend une lacune, à mon sens, qui est la capacité d'analyse de la littérature scientifique. C'est-à-dire que dans la plupart des professions de santé, des parcours de formation des professions de santé, on a un petit peu de littérature scientifique, mais de lecture de littérature, mais finalement pas assez. En tout cas, il y a besoin de se former beaucoup plus. Et en fait, le premier conseil que je donne toujours à ce niveau-là, c'est de lire et encore de lire. En fait, c'est vraiment l'expérience de la lecture. Et là, je parle en particulier des publications, qui va permettre de mieux comprendre le design, c'est-à-dire la façon dont a été menée l'étude, d'aller regarder s'il y a des conflits d'intérêts. Est-ce qu'on parle d'une étude observationnelle ou d'une méta-analyse d'essais cliniques randomisés? Donc, on n'a pas du tout la même valeur scientifique. Et souvent, dans les médias, ou dit par certains experts, on va dire oui, telle publication a dit tel élément, sauf que quand vous regardez l'étude en soi, c'est une étude qui a très peu de valeur. Donc, c'est pas parce qu'on cite une étude que c'est un gage de fiabilité. Donc, vraiment, aller lire ces publications et ne pas se cantonner des abstracts, c'est-à-dire des synthèses qui sont disponibles sur PubMed ou sur les différents moteurs de recherche qui sont disponibles, mais vraiment aller regarder l'étude. Ça demande du temps, ça demande des efforts. C'est comme l'histoire des filières dont on parlait tout à l'heure. Il faut sortir de sa zone de confort. Au début, c'est dur, c'est le principe d'Hormèse aussi là, mais plus on s'y habitue, plus ça devient facile, plus ça devient des automatismes. Et là, je parle vraiment peut-être plus aux professionnels, parce qu'il y a ce bagage en fait pour aller chercher l'information. Mais moi, j'incite vraiment à vérifier les sources, et ne pas simplement croire sur la base de la citation d'une source que la donnée qui est fournie est juste, en fait. Super. Écoutez, Anthony, merci beaucoup. Je pense que c'était un bon mot de la fin. Je vous remercie. Je remercie aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours important pour nous. Je crois qu'il y a beaucoup. On avait regardé la fois passée, il y a énormément de nos auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc voilà, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Partagez aussi cet épisode à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de son contenu. Et aussi, n'hésitez pas à aller regarder les liens qu'on mettra en commentaire, notamment les livres qu'on a cités avec Anthony. On mettra aussi peut-être les formations. Si on arrive à les retrouver, peut-être des études qu'on a citées dans cet épisode, allez les lire. Et voilà, Anthony, encore un grand merci. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère parce qu'on a abordé des sujets un peu abstraits parfois, qu'il en ressortira quand même des éléments concrets pour la plupart, quoi. On fera peut-être un deuxième épisode un jour si on nous le demande et que vous avez le temps. Avec plaisir. Super, je vous remercie.